Bon, dans cette présentation-ci, j'aimerais traiter de deux grandes idées qui sont, liées, mais de manière un peu distante. Hein. Là, je me pogne la tête parce qu'en fait, j'étais en train de faire une présentation version 2, hein, et pas version 2, mais j'étais en train de me poser la question si la première version que j'ai faite est bonne, et puis j'étais en train de faire un test pour savoir si je suis pas capable de faire un petit peu mieux. Et donc, ces deux grandes questions-là sont, premièrement, celle de la proportionnalité, hein, d'une assemblée tirée au sort. Il s'agit ici plutôt d'insister sur un élément. Hein, et dans le deuxième propos est par rapport à, dans la mesure où on met en place à l'intérieur de la société civile des institutions qui émanent de la société civile comme ça, hein, qu'il faut garder à l'esprit la possibilité que ces institutions-là, éventuellement, deviennent de véritables institutions, du moins que ce soit les prototypes de véritables institutions politiques. Et de garder ça à l'esprit, ça nous permet disons, prendre peut-être plus au sérieux comment on les met en place. Hein? Pas juste le faire sur un coin de table, mais avoir un peu une vision, hein, de ce que ça pourrait devenir comme institution par la suite. Dans cette deuxième partie-là, je vais aussi explorer une sous-idée, hein, pour illustrer d'une certaine manière, mais en même temps pour exposer cette idée-là, qui va être traitée à ce moment-là, hein, par rapport à cette idée-là d'une assemblée qui pourrait être mise en place pour se pencher sur les questions de corruption, entre autres. Hein. Mais commençons par la première partie, si vous me permettez, qui est sur la question de la proportionnalité. Et donc, ce que je veux dire ici, hein, c'est que on parle beaucoup de la proportionnelle dans les médias puis tout ça, hein, puis c'est une belle idée, mais c'est une idée qui reste encore liée au système électoral. Hein. Il est important d'insister sur le fait qu'une assemblée tirée au sort, hein, c'est éminemment plus proportionnel qu'une assemblée élue à la proportionnelle, de 1, hein, mais c'est aussi triplement ou infiniment plus proportionnel qu'une assemblée qui ne l'est pas. Hein. Et puis donc, pour les personnes qui s'intéressent à cette question-là ou qui ont cette perspective-là, qu'il nous faudrait un élément de proportionnalité dans notre système politique, pas juste un élément, mais qu'il nous faut un système où on a des institutions qui soient proportionnelles, hein, le mécanisme de mettre en place des assemblées citoyennes à l'intérieur de la société civile nous permet de faire de sauter une étape d'une certaine manière, mais aussi de donner comment est-ce qu'on dirait ça? D'avoir une représentation de ce que... D'avoir une institution qui finalement est proportionnelle par rapport à une autre qui ne l'est pas. Hein? Celle qui ne l'est pas, c'est l'Assemblée nationale. Hein? Et donc, le premier commentaire est à cet effet-là. Hein. Dans une présentation, dans la partie 7 là, de mémoire, c'est après que je discute du mode de scrutin. Hein, j'ai inséré une petite présentation là, une idée que j'ai eue à ce moment-là, puis d'une certaine manière, je suis en train de revenir dessus. Hein. Dans cette présentation-là, hein, je fais un calcul pour déterminer c'est quoi la représentativité réelle de l'Assemblée nationale. Hein. Et le chiffre qui en ressort, hein, compte tenu de certains éléments dont on va discuter immédiatement après, là, mais le chiffre qui en ressort, c'est que cette Assemblée-là représente 34% de la société québécoise. Toute l'Assemblée ensemble, pas juste le parti au pouvoir, toute l'Assemblée représente 34% de la population québécoise. Hein, et que on pourrait, hein, donc avoir une Assemblée à côté qui a une condition qui représenterait 100% de la société québécoise. Et donc, qui serait tiré au sort. Hein. Et donc, il y aurait un jeu intéressant entre une assemblée qui est proportionnelle et citoyenne et puis une assemblée qui ne l'est pas, hein, qui n'est pas citoyenne puis qui n'est pas proportionnelle. L'élément qu'il faudrait en revanche ajouter, hein, c'est qu'il faudrait qu'on ait l'audace de se dire que quand on va procéder au tirage au sort au Québec pour mettre en place des assemblées citoyennes, puis là je m'adresse en particulier aux gens de l'INM qui doivent se poser cette question-là à mon avis, hein, on pourrait se dire qu'on va aller de l'avant, hein, et qu'on va inclure les personnes mineures dans le tirage au sort. Et que dans l'éventualité où on pige une personne mineure, hein,
on va aller voir ses représentants légaux, ses parents, et on va reprocéder un tirage au sort avec une pièce de monnaie autrement pour sélectionner lequel des deux parents va être le représentant légal de cette personne-là, et que cette personne-là va être invitée à intégrer l'Assemblée au nom de la personne mineure qu'elle représente. Hein? Et donc, papa ou maman va représenter enfant ou adolescent selon les cas, hein, ou bébé. et donc, excusez-moi pour les termes plus clairs, là, mais je ne veux pas que ça soit non plus trop compliqué. Hein? Et donc, là, à ce moment-là, hein, on aurait une assemblée qui représenterait 100% des Québécois, par rapport à une assemblée qui représenterait 81,5% des Québécois si elle était seulement tirée au sort parmi les personnes adultes. Hein. Puis donc, on aurait là un 100% versus le 34 du gouvernement actuel. Qui aussi, il faut insister là-dessus, hein, l'Assemblée nationale n'est pas, en plus, ça c'est la représentation par rapport à la volonté qui est exprimée, hein, mais le 34%, mais en plus, ils ne sont pas démographiquement représentatifs de la population du tout. Hein. Il y a certaines classes sociales qui sont fortement surreprésentées, qui, si on serait pour les chiffrer, seraient ridicules, en ce sens que les personnes, du moins, entrent dans la catégorie moyenne supérieure ou plus riche, essentiellement, représentent un montant, sont représentés par un nombre disproportionné de personnes par rapport au poids démographique de ces personnes-là dans notre société. Incidemment, la classe moyenne et bien sûr la catégorie pauvre hein, sont sous-représentées ou non, ou très peu représentées dans cette assemblée-là. Et donc, on aurait une véritable assemblée démocratique par rapport à une assemblée élue. Hein. Puis ça, je pense que c'est intéressant comme perspective, entre autres, je sentais que c'était nécessaire de lier ça à la question de la proportionnelle. Tu sais, par rapport à cette question-là, on aurait quelque chose d'encore mieux que ça. Hein. Et en même temps, du fait que c'est proportionnel, on aurait là une critique finalement proportionnelle par rapport aux institutions élues, ou un contrepoids. Bon, je suis conscient que la question des personnes mineures, il faut quand même qu'on prenne le temps de s'y pencher. Hein? Mais je ne vois pas de véritable bonne raison pour laquelle les personnes mineures devraient être exclues d'un tirage au sort. Hein? Puis je ne vois pas de raison pour laquelle on ne pourrait pas permettre d'avoir une représentation indirecte de leurs intérêts via leurs représentants légaux. Mais ce qui est absolument clair, hein, c'est que si on avait ça, justement, on pèterait le 100%. Hein. Si on ne l'a pas, on reste un petit peu dans les mêmes logiques du système qui est existant. Ceci pour dire que cette question-là devrait être attentivement analysée par des gens qui procèdent au tirage au sort, comme l'INM et d'autres. Il y a ensuite un autre point que j'aimerais faire ici. Hein. Là, je regarde le temps, puis on n'est pas assez avancé pour vraiment faire une présentation de 7 minutes. Puis donc, je vais faire les deux points en même temps en espérant que je ne vais pas me planter dans le deuxième point. Puis je n'aurai pas besoin de recommencer comme c'était le cas dans la première fois. Hein. Et donc, je voulais insister sur le fait que, un peu comme je l'ai évoqué dans la présentation, 9 points quelque chose. 9 points... c'était laquelle, celle-là? Dans les premières de la section 9. Là. Bon, j'ai parlé à un moment donné qu'on pourrait mettre, justement, l'idée du projet Continuons, hein, c'est qu'on peut mettre en place comme une assemblée constitutionnelle qui émènerait de la société civile, puis qui serait un peu le prototype d'une véritable assemblée constitutionnelle. Hein. Cette même idée-là, il faut peut-être la garder à l'esprit, puis je l'ai mentionné quand je parlais de la loi du budget, puis d'une assemblée comme ça qui périodiquement pourrait se réunir. Il faut la garder à l'esprit, justement, quand on met en place une autre institution comme celle-là. Ou du moins, c'est pas inintéressant de la garder à l'esprit. Ça donne une perspective qui peut peut-être éclairer comment on va même la mettre en place. Hein? En ce sens que j'expliquais à ce moment-là que cette assemblée-là périodique qui se pencherait sur le budget puis qui statuerait sur la question, qui serait une assemblée citoyenne, hein, serait un peu le prototype de ce que j'appelais dans la section 7.1 l'Assemblée citoyenne du Québec, qui serait une seconde chambre du Parlement. Hein. Et donc, cette première assemblée-là aurait un rôle un peu limité, mais quand même fort important au début. Hein? Mais si le financement augmentait, j'en arrivais à la conclusion hein, que dans des versions plus avancées de ce même projet-là, on pourrait étendre considérablement sa fonction, ses pouvoirs. Il peut peut-être même en arriver à avoir une genre d'assemblée permanente.
Hein. Peut-être pas qui se réunirait à 5 jours semaine, là, mais quelque chose de significatif qui pendant 4 ans est là et qui, à toutes les fois qu'il y a un débat important à l'Assemblée nationale, qu'elle se permette de statuer elle aussi sur la question, hein, pour voir c'est quoi la différence dans une démocratie réelle par rapport à une démocratie électorale ou un régime électoral. Le troisième volet de ça, hein, j'ai un peu réfléchi en toute franchise après avoir fait l'autre présentation. Là. Je ne vais pas vous cacher la réalité de la chose, mais c'est que quand je parlais d'une assemblée sur la corruption, hein, c'est aussi un pouvoir que j'aurais donné à ce que j'appelais dans la section 7.2 de mémoire, là, ou 7.1.2, la Cour citoyenne du Québec. Hein. Et puis là, on pourrait, autrement dit, là, il y aurait une assemblée ad hoc qui se pencherait sur une question de la corruption. Hein, et dans cette section-là, je propose une Cour citoyenne qui aille comme première fonction d'interpréter la Constitution pour que le pouvoir constitutionnel reste entre les mains des citoyens, mais qui pourrait avoir comme fonction secondaire, d'une certaine manière, non pas inimportante, mais comme deuxième fonction, de juger de certains cas de corruption comme ceux-là, hein, qui se produisent périodiquement dans nos systèmes électoraux corrompus. Hein, parce que ça va ensemble. Hein. Quand on a un système électoral qui n'est pas contrôlé par d'autres choses, c'est un peu normal qu'il tombe dans de la corruption. Puis on pourrait même dire que la corruption fait partie du système, par le financement politique, par le lobbying, par les médias, etc. Ça fait déjà partie du système. Bon, les médias, c'est un peu peut-être aller un petit peu loin de dire ça, mais certainement que par les autres mécanismes, hein, y a des gens qui financent puis qui s'attendent à avoir quelque chose qui ressort du gouvernement. Hein. Et donc, cette assemblée-là, ou ce type d'assemblée-là, qui se pencherait sur des questions de corruption, serait un peu, elle aussi, le prototype d'une cour citoyenne. Hein? En fait, j'ai pas fait ce lien-là quand je voulais présenter, je l'ai fait après, comme je l'ai dit. Puis donc, ici, j'aimerais ça poser la question. Hein? Peut-être au début ou peut-être après avoir mis en place certaines institutions comme celle-là, si on ne pourrait pas en arriver, par exemple, à se dire qu'au début de chaque mandat gouvernemental, hein, disons que l'INM, pour prendre cet exemple-là au Québec, hein, en collaboration avec d'autres personnes, tire 50 citoyens au sort, hein, citoyennes et citoyens tirés au sort, et qu'on leur dise, on veut que vous formiez une cour citoyenne, hein, et que si, entre autres, s'il y a des questions, il y a des scandales qui surgissent, des questions éthiques qui se posent, différentes situations qui questionnent l'opinion publique notamment, hein, qu'à ce moment-là, vous pouvez décider de vous saisir. Donc, s'il y a au moins 20% de cette assemblée-là, donc 10 personnes qui désirent être convoquées, qui désirent convoquer le reste, hein, qui pourraient le faire, et à ce moment-là, regarder cette situation-là, puis décider s'ils veulent se mettre à se... Comment dire? S'ils veulent... c'est ce qu'on appellerait en droit judiciaire, là, être saisis, là, mais s'ils veulent essentiellement se réunir périodiquement pour se pencher sur cette question-là. Hein. Avant de se réunir, ils se réuniraient une première fois pour déterminer si les 50 veulent effectivement se pencher sur la question ou s'ils pensent que c'est un peu secondaire puis que ça ne vaut pas la peine finalement de se mettre le nez là-dedans. Hein. Mais s'ils s'aperçoivent qu'il y a effectivement un problème, hein, ils pourraient se dire, ben là, on va aller consulter la population québécoise sur cette question-là, entre autres, hein, et on va tout lire sur cette question-là, hein, et on va s'informer beaucoup plus que d'habitude en tant que citoyen normal, et on va en arriver on va aller chercher des propositions aussi sur comment améliorer les choses, hein, et on va en arriver ensuite à faire des propositions au peuple québécois, hein, et à déterminer si certaines personnes, à notre avis, sont peut-être coupables de certaines choses ou non, par exemple. Hein. Bon, il s'agirait là j'allais dire de définir son mandat, mais d'une certaine manière aussi, je voudrais insister sur le fait qu'une institution comme ça devrait avoir le loisir de le faire elle-même. Hein. C'est pas à nous à lui dire, il faut juste se pencher sur ce qui surgit, par exemple, dans les nouvelles. Hein. Cette assemblée-là, cette cour-là pourrait se dire, bon, tu sais, là, il n'y a rien qui se passe, mais il y a quelques années en arrière, en revanche, il y avait quelque chose qui se passait. Puis ça n'a pas vraiment été réglé tant que ça. Hein. Il y
y a eu une commission d'enquête, puis on a mis ça sous la couverte, puis on a eu un ensemble de promesses que ça allait changer. Mais peut-être qu'on aurait intérêt à se repencher là-dessus, puis aller voir avec ce qui s'est passé là, puis qu'est-ce qu'on peut faire comme proposition au peuple québécois, d'aller demander à différentes personnes dans la société québécoise de faire des propositions par rapport à ça. Bon, on peut en nommer un ensemble très large de personnes, puis je ne vais pas le faire ici, là, mais au minimum, les personnes qui, disons, dans le milieu académique se sont penchées sur cette situation-là, puis ont regardé ça, puis se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, ils pourraient venir faire des propositions à cette assemblée-là. On pourrait peut-être réussir à convoquer le président des syndicats des policiers au Québec, ou le représentant de ces gens-là, ou peut-être les gens de l'UPAC, et leur poser la question qu'est-ce qu'on peut faire là, pour adresser ces problèmes de corruption majeurs au Québec. Et donc, ce serait à cette assemblée-là, autrement dit, de déterminer ce qu'elle veut faire. Et il y a des cas aussi qui sont un peu à cheval entre les deux. Tu sais, c'est pas évident. Il y a un problème éthique qui se pose, mais il n'y a pas de solution évidente. Par exemple, j'avais un autre élément qui à mon avis, mériterait peut-être d'être abordé par une assemblée comme ça ou une institution comme ça, mais c'est un peu plus discutable. Dans le cas où on avait un oligarque québécois qui était un mogul des médias, qui était une personne qui possédait la moitié des médias au Québec, qui dirigeait une formation politique, il y a des gens qui disaient ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas permettre à une personne d'être à la fois un acteur politique puis de contrôler la moitié des médias. Et il y a d'autres personnes qui disaient il n'y a pas de problème, il a mis ses affaires en fiducie puis tout ça, puis il a le droit lui aussi de se présenter aux élections puis tout ça. Et puis donc une cour citoyenne comme celle-là pourrait, là c'est pas une question de corruption, mais se pencher sur ce problème éthique-là, puis voir ce que les Québécois ont à dire par rapport à ça, puis peut-être tenter d'en arriver avec une proposition de solution. Bon, si on pourrait remonter là, dans le temps des 2-3 derniers gouvernements, puis il y aurait beaucoup de travail notamment à faire là, puis peut-être des sujets un peu plus importants ou du moins plus clairement problématiques au niveau de l'éthique. Pas que celui-là ne l'était pas, mais c'est un peu une question d'ordre constitutionnel. Puis c'est dans cette mesure-là que cette Cour citoyenne-là, qui sera aussi la Cour constitutionnelle du Québec dans le modèle constitutionnel que je vous suggère, pourrait légitimement, à mon avis, se pencher sur ce genre de questions-là, comme le cas de M. Pelado à la tête du PQ, entre autres. Pas ce cas, pas la personne en particulier, mais le fait qu'il y a un propriétaire des médias qui soit aussi chef d'un parti politique. Et donc, dans ce cas-là, le problème, un peu, c'est que c'est évidemment une question d'ordre constitutionnel, ou de ce type-là, mais on n'a pas encore de constitution. Et puis donc, est-ce que cette assemblée-là déciderait que c'est dans son mandat, finalement, ou c'est dans son champ de responsabilité de se pencher sur un cas éthique comme celui-là? Et bon, elle pourrait se donner, elle pourrait décider essentiellement de se pencher sur les sujets qu'il désire faire. Mais on aurait, là, à l'intérieur de la société civile, puis dès qu'on se mettrait à l'utiliser une fois ou deux, je parle des politiciens, là, ils commenceraient à réagir, puis ils se diraient, dans la mesure où il y a une attention médiatique qui est portée vers ça, puis qu'il y a des acteurs importants qui vont devant cette assemblée-là pour dire, voici ce qui s'est passé. T'sais, nous, on le sait. Et puis où on étudie la chose, puis il y en a d'autres qui viendraient dire le contraire, puis peut-être même qu'on forcerait certaines des personnes impliquées dans ces scandales-là à venir tenter de se justifier ou à expliquer ce qui s'est réellement passé ou à dire leur version de la chose devant cette cour-là. En ce sens que dans la mesure où il y aurait une attention médiatique vers une assemblée comme ça, on ne sait pas exactement quelle serait l'attention médiatique, mais elle pourrait se mettre à jouer un rôle institutionnel sans être convoqué ou sans être une institution réelle de la société québécoise. Mais à ce moment-là, évidemment, les gens se poseraient la question, pourquoi est-ce que c'est pas une institution de la société québécoise, puis on serait un pas de mettre en place une réelle Cour citoyenne du Québec qui se penche effectivement sur ces questions-là quand elles surgissent dans la sphère politique au Québec. Et donc, c'est les deux grandes idées que je voulais traiter un petit peu pour conclure là, un petit peu ce qui s'est dit précédemment. Bon, gardez en mémoire que ce type
d'initiative-là qui peut émaner de la société civile peut être justement le prototype d'une institution réelle. Et c'est important de le garder en mémoire, ça, qu'on le met en place, ou du moins, c'est pas inintéressant d'avoir cette perspective-là. Ceci pour dire que dans la prochaine présentation, qui a déjà été faite, et qui a un nom plus original que les autres, dans cette présentation-là, il y a un titre, plus original que les autres. Dans cette présentation-là, on va discuter d'une dernière grande question, puis je vais je vais vous permettre d'avoir la surprise en l'écoutant, et qui va conclure essentiellement cette partie. Et là, il s'agira d'explorer un peu à quoi on pourrait en arriver. Comment est-ce qu'on pourrait connecter finalement ces initiatives-là entre la société civile puis la réalité politique électorale qui est la nôtre présentement. Comment est-ce qu'on pourrait, autrement dit, mettre en place un pont pour réaliser ces grands projets-là. Et donc, vous laissant là-dessus, je vous renvoie à cette présentation-là qui s'intitule « Le divan ».